parler de paiement. On va vous donner quelques insights sur les nouveautés pour vos stratégies de paiement en 2026. Je pense que le paiement, vous le savez tous, en tant que retailer, c'est un moment extrêmement important. C'est le moment de la concrétisation de la vente. Et donc, un paiement réussi, c'est déjà, premièrement, un paiement qui aboutit. Donc, la première étape, c'est comment est-ce qu'on travaille sur une meilleure fiabilité dans le paiement. Il y a un deuxième grand sujet actuellement, c'est aussi un sujet de lisibilité. Je pense qu'aussi, en tant que retailer, vous avez vu beaucoup de nouveaux acteurs arriver dans le secteur des paiements récemment. United en fait partie, on en parlera juste après. Et donc, ça commence à faire des pages de checkout et des stratégies de paiement qui peuvent être compliquées à lire, à la fois pour vous en tant que retailer et pour vos clients. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment finalement l'IA et l'hyper-personnalisation, qui sont des grandes tendances structurantes dans le retail aujourd'hui, vont vous aider justement sur ces deux sujets de fiabilité et de lisibilité pour justement augmenter vos ventes et booster vos revenus et baisser vos coûts surtout, puisque un paiement qui rate, c'est un coût pour vous en tant que retailer. Peut-être déjà, juste pour illustrer un peu le propos, quand on parle du coup de ces fameuses grandes tendances, aujourd'hui encore, on a 40% des ventes qui échouent à cause du paiement. Donc le sujet de fiabilité, c'est encore vraiment un sujet de fond. Et quand on parle de nouveaux moyens de paiement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de tendance ? Aujourd'hui, on voit que lorsqu'il est proposé, le paiement en plusieurs fois peut représenter jusqu'à 50% des paniers des payment mix. Donc vraiment, ces sujets de lisibilité et de fiabilité sont extrêmement importants. Et pour parler de ces sujets-là, aujourd'hui, je vous présente nos différents speakers. Donc on a Virginie, qui est la directrice générale de Adyen France. Je ne sais pas, Virginie, si tu veux présenter en quelques mots Adyen, même si on n'a plus vraiment besoin de vous présenter, mais quand même. Bonjour tout le monde. Donc, Virginie Molen-Christensen, la directrice générale d'Adyen France. Et Adyen, c'est une société de technologie, donc c'est une plateforme de technologie financière qui est présente partout dans le monde aujourd'hui, puisque nous avons 31 bureaux dans le monde. Et on propose des moyens de paiement et des suites de produits financiers à des grandes entreprises. Et on sert les plus petites entreprises à travers des plateformes et des partenaires. Merci beaucoup Virginie. Et donc à tes côtés, Olivier qui est directeur marketing et du développement commercial de SMEG. J'imagine que tu veux présenter aussi SMEG rapidement. Si j'ai la possibilité, merci. Bonjour à toutes et à tous. SMEG, entreprise de petits électroménagers et gros électroménagers, fabricant familial, créé en 1948. On a 5 usines dans le nord de l'Italie. C'est toujours Monsieur Bertazzoni, donc le petit-fils du fondateur, qui est président du groupe. On est représenté dans 21 filiales à travers le monde. La filiale française est la première à avoir été créée il y a un peu plus de 40 ans maintenant. Et on est effectivement particulièrement connu maintenant depuis environ 11 ans, depuis le développement du petit électroménager, avec notamment tous les produits en design années 50, avec les coloris pastels que sûrement beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Merci. Et dont vous pouvez voir un exemple sur le stand de United D53, puisque nous avons un magnifique frigo SMEG. Et de très belles machines à café. Et une très belle machine à café, en effet. Et donc, Pauline Tolila, enchantée. Moi, du coup, je suis directrice commerciale et marketing B2B d'United sur la zone Europe. United, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une banque spécialisée dans le paiement en plusieurs fois, donc de 3 à 84 fois. Et on travaille avec un certain nombre de partenaires retailers, comme typiquement SMEG, mais aussi Bouygues Télécom, Vorwerk, Bobo Chic et d'autres. Donc, peut-être, du coup, pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Virginie, tu peux nous donner un petit éclairage? On parlait du coup de grandes tendances et de stratégies de paiement sur justement quelles sont les dernières tendances sur tout le secteur des paiements. Oui, alors la première grande tendance, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le paiement était vu d'un côté technique. Or, aujourd'hui, le paiement, ce n'est plus un côté technique, c'est un côté stratégique. Il faut avoir une stratégie de paiement, puisque lorsque tu l'as mentionné tout à l'heure, le paiement n'est plus en bout de parcours, mais le paiement fait partie de l'expérience client et c'est le moment clé où vous allez enfin pouvoir récupérer votre revenu. Jusqu'à arriver à la page de paiement, tout ce qui a été fait en amont a un coût, ne rapporte rien. C'est au moment où le paiement passe que vous avez votre revenu. Donc il faut vraiment avoir une stratégie de paiement en tant que retailer et pas simplement on va mettre la bloc paiement comme une bloc technique. Il faut réfléchir en fait à ce qu'il faut mettre comme paiement.
Le deuxième point en tendance, c'est vraiment l'expérience client sans friction. En tant que particulier, aujourd'hui, vous faites du one-click à peu près partout, sur votre téléphone, sur vos ordinateurs, en magasin, vous tapez votre carte. Il faut que ça soit vraiment hyper rapide et invisible et sans friction. Plus il y a de friction, plus vous perdez vos clients. Donc encore une fois, ça fait partie de la stratégie de paiement de s'assurer qu'il y ait une expérience client jusqu'au bout sans friction. Et c'est là qu'intervient l'IA. L'IA va être là pour faire de l'optimisation. C'est-à-dire que, en fait, grâce à l'IA, vous allez pouvoir envoyer des transactions vers la route où il y aura la meilleure conversion, puisque vous voulez avoir un maximum de revenus. Pour avoir un maximum de revenus, il faut avoir un maximum de conversion. Donc, l'IA va aider à faire de l'optimisation de conversion, mais évidemment, ce n'est pas au profit d'un coût plus élevé. Parce que si vous avez une plus grosse conversion simplement avec un coût plus élevé, vous allez avoir un autre problème de budget. Donc en fait, l'IA permet de pouvoir faire cette balance entre l'optimisation et le coût de la transaction, tout en faisant partie de l'expérience client, c'est-à-dire de pouvoir proposer au client la face visible du paiement, pouvoir proposer au client les moyens de paiement qu'il a envie de voir pour payer. Donc la partie visible, c'est l'expérience client, et la partie invisible, c'est cette machine, l'IA, qui derrière se permet de s'assurer que les transactions sont converties au maximum avec le coût le plus adapté par rapport à cette conversion. Donc en fait, l'IA, dans ce cadre-là, c'est vraiment pas un gadget, c'est vraiment un outil hyper puissant d'optimisation, en fait. C'est ça que tu nous dis. Tout à fait. Ça n'est plus du tout un gadget, c'est un outil utilisé de façon quotidienne pour l'optimisation. Et toi, Olivier, côté retailer, l'utilisation de l'IA comme vecteur de performance, etc., c'est quelque chose que tu constates aussi ? Oui, complètement. Et c'est vrai qu'en plus, on est vraiment au tout début, mais c'est vrai que chez nous, chez SMEG, c'est vrai que notre marque est vraiment clairement positionnée sur le haut du 4e quartile. Et en plus, nos objectifs à moyen terme, on va aller encore de plus en plus vers des produits positionnés haut et vers une recherche d'une cible encore plus premium. Donc c'est vrai que par rapport à ça, l'objectif est clé. Et donc, on doit accompagner vraiment nos clients au mieux dans ce process, dans nos montées en gamme, pour les expliquer, pour les orienter au mieux. Et c'est là où effectivement ces éléments-là sont très importants et stratégiques. On doit non seulement les accompagner, mais effectivement on doit répondre aussi vraiment à aux exigences de cette cible. Notre cible premium, effectivement, a des attentes particulières, et par rapport à ça, nous, notre marque, on ne peut pas les décevoir. Donc on doit vraiment les accompagner au mieux de leur parcours. Ceci étant, dans l'accompagnement, c'est vrai qu'il y a l'accompagnement qui est aujourd'hui quasi essentiellement pour nous chez SMEG au niveau du digital, puisque dans notre parcours B2C aujourd'hui, on est uniquement présent en digital. Demain, on le sera au niveau magasin. Donc la partie magasin fera aussi totalement partie intégrante de ce point-là. Il y a un autre point qui est très important et clé, c'est effectivement la pression sur les coûts. Je pense que nous tous, dans les entreprises, on a ces éléments-là. C'est vraiment des choses primordiales et très importantes. Les attentes de nos clients, le développement, la croissance hyper rapide de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le paiement, ce n'est plus du tout une fin de parcours, mais c'est vraiment quelque chose de clé dans la stratégie de conversion pour notre business, et donc dans l'optimisation économique. Qui dit effectivement digital, qui dit développement, c'est vrai que ça passe beaucoup par des investissements. Chez nous, chez SMEG, on investit beaucoup sur la partie digitale, que ce soit du Meta, que ce soit du Google, que ce soit du Pinterest qu'on a lancé cette année. Pourquoi ? Pour aller chercher effectivement du trafic qualifié et pour aller optimiser nos conversions. Et qui dit investissement, effectivement, pour une entreprise en plus familiale comme la nôtre, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, et c'est là où effectivement le paiement devient effectivement quelque chose de clé pour ne pas aller perdre la vente au dernier moment, au moment de l'acte final, de cliquer sur le moyen de paiement. C'est donc là clairement qu'on a vraiment besoin de partenaires clés comme Adyen, comme United. Et du coup, tu parles de montée en gamme, d'expériences personnalisées, etc. Oui. Dans ce cadre-là, c'est sûr que justement, l'intelligence artificielle va vraiment permettre
d'aller chercher finalement le bon produit pour le bon client et le bon moyen de paiement, du coup. Virginie, tu peux nous en dire un peu plus? Je crois que vous avez pas mal travaillé justement sur ce sujet côté Adyen pour maximiser l'hyper-personnalisation côté paiement. Oui. Alors, l'hyper-personnalisation, on la voit en fait comme la traduction stratégique de la donnée de nos clients. Plus on reçoit de données de nos clients, plus on va pouvoir personnaliser. Donc on va regarder non seulement les données de nos clients, mais aussi toutes les données qui sont sur notre plateforme afin de pouvoir déterminer des comportements de clients finaux qui nous permettent ensuite de proposer le bon moyen de paiement au bon moment au niveau du checkout. Donc si on doit trouver un client qui est fidèle à SMEG et qui a tendance à acheter des très gros montants, on va proposer sur la page de paiement, de façon dynamique, des paiements échelonnés. Si c'est un client qui va être en abonnement, eh ben, on ne va pas obligatoirement mettre le moyen de paiement échelonné pour ce genre de client. Donc ça c'est un travail qui se fait main dans la main avec nos marchands, donc nos clients à nous, par rapport à la donnée que l'on reçoit, qui nous permet donc non seulement de pouvoir faire l'hyper-personnalisation lorsqu'on arrive au niveau du checkout, parce qu'on sait avec tout ce que l'on a, quel sera le bon moyen de paiement au bon moment, mais par derrière aussi d'utiliser cette donnée pour pouvoir faire des profils, et j'aime pas utiliser le mot profil de client, mais pouvoir utiliser en fait l'identité dynamique de chaque client afin de pouvoir envoyer les transactions de façon avec les données nécessaires pour que chaque émetteur, lorsqu'on parle de carte, puisse convertir cette transaction parce qu'il aura tout ce qu'il lui faut pour pouvoir faire du frictionless, par exemple, ou parce qu'il se dit, il y a tellement de données que je suis sûr de ce client, et rejeter en fait les faux déclins de transactions parce qu'il y a pu avoir une alerte un jour, mais une alerte qui n'était pas justifiée. Donc c'est enrichir les données au maximum pour pouvoir optimiser en fait la conversion avec tout ce que l'on a comme données, non seulement de SMEG, mais aussi toutes les données disponibles sur notre plateforme. Donc cette hyper-personnalisation va devenir de plus en plus pointue parce que plus on a de données, plus on peut faire de la personnalisation au niveau de chaque client, mais ça peut être aussi au niveau de chaque pays. Et ça devient très intéressant puisque on rentre dans un dialogue avec le client final au moment du paiement. Comme si c'était en magasin, on va retrouver ça en e-commerce. Et du coup, pour pouvoir dire oui plus souvent, et du coup avec finalement un moyen de paiement qui va s'adapter finalement au client et pas l'inverse. Ce qui est quelque chose qui est très important, notamment pour toi, Olivier, j'imagine, par rapport à tes clients. Oui, complètement. C'est vrai que sur ce sujet de l'hyper-personnalisation, de toute façon, on en revient au fait effectivement que c'est le paiement qui doit s'adapter au client et non l'inverse, surtout pas l'inverse. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère et c'est vrai que c'est aussi le fait de pouvoir proposer le bon moyen de paiement en fonction aussi de où va se produire l'achat. C'est vrai que potentiellement, on ne va pas répondre à la même attente si on est présent dans un magasin face à un vendeur. Peut-être qu'il a effectivement une approche crédit va être peut-être un peu plus délicate, compliquée. On ne va pas non plus proposer la même chose en fonction d'un achat sur un mobile ou alors sur un desktop. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses à prendre en compte. Il y a donc le lieu, mais il y a aussi le type de personne. Chez SMEG, on a des personas, comme dans toute stratégie marketing, on a vraiment des personas très différents. On a par exemple une jeune femme, une jeune étudiante qui est en fin de parcours, qui a 22 ans, elle s'appelle Léa, elle habite Paris, elle a des parents qui sont CSP+, elle aime beaucoup en fait la mode. Et à côté de ça, on a aussi un autre type de persona qui va être une famille, qui va être implantée, qui va être propriétaire d'une maison à Bordeaux, qui a un enfant, qui a un chien aussi, voilà. Et c'est vrai que face à ces deux types de personas, on ne va pas non plus proposer le même moyen de paiement, puisque effectivement la problématique va être différente. C'est là en fait quelque chose de clé et très important pour nous. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites tous les deux, et nous on le voit aussi avec nos partenaires, c'est qu'en fait, finalement, le paiement, c'est pas quelque chose qui arrive, on l'a déjà dit à de multiples reprises, mais en checkout, c'est vraiment une stratégie qui se construit et qui doit être aussi en lien avec la stratégie marketing en fait, de vous côté marchand.
Si vous pensez le paiement uniquement checkout, vous allez, je pense, louper énormément d'opportunités. Alors que si vous travaillez avec vos partenaires de paiement vraiment sur votre stratégie marketing, sur vos personas, sur vos produits, également sur votre saisonnalité de vente, etc., vous allez être beaucoup plus efficace. En fait, l'enjeu de collaboration, il est extrêmement important et il y a un alignement d'intérêts qui est extrêmement fort puisque tout le monde a intérêt finalement à booster la conversion et à ce que les ventes aboutissent puisque c'est la manière dont on est rémunéré. Je pense que c'est exactement pareil pour toi, Virginie. Oui, un organisme de paiement, un PSP comme nous, en fait, on ne gagne notre vie que si vous gagnez votre vie. C'est-à-dire qu'on va prendre un pourcentage de votre revenu, donc on a tout simplement complètement intérêt à ce que toutes vos transactions aboutissent, parce que plus il y a de revenus, plus on gagne notre vie. Donc l'accompagnement et la stratégie, encore une fois, est importante, puisque la stratégie va être là pour pouvoir faire le plus grande conversion, puisque la conversion, c'est votre revenu, et votre revenu, c'est notre revenu. Donc notre intérêt, c'est que tout passe. Notre intérêt, c'est de vous accompagner, d'apporter en fait toutes les données que nous avons pour pouvoir maximiser la conversion au coût le plus approprié par rapport à ce que vous proposez comme moyen de paiement. Donc c'est devenu vraiment une collaboration. On travaille main dans la main. C'est pas chacun de notre côté. On doit travailler ensemble, main dans la main, déterminer ce dont vous avez besoin. Tu l'as bien noté, c'est aussi une stratégie marketing pour que ça soit pour bénéfice de tous les partis. Et toi, Olivier, par rapport à cette collaboration, qu'est-ce que tu attends, toi, justement, de tes partenaires sur le sujet de paiement ? Déjà, le premier point, et je pense peut-être un des plus importants, effectivement, c'est l'accompagnement vers des nouveaux circuits de distribution. Demain, SMEG se développant au travers de parties en magasin. Oui, on aura des attentes, effectivement, bien évidemment, différents. Et c'est vrai qu'aussi un accompagnement pour pouvoir limiter au maximum les risques de fraude. C'est vrai que c'est un coût qui peut être non négligeable au niveau des entreprises. Et donc, c'est ça l'idée vraiment clairement du partenariat au niveau de la relation. Il y a un autre point aussi très important. Je vous parlais il y a quelques minutes des personas sur le fait que le moyen de paiement doit s'adapter, alors oui, en fonction du type de profil de consommateur, en fonction de là où se produit l'achat, mais ça doit aussi s'adapter en fonction du type de produit qui va être acheté. C'est vrai qu'on a, nous, un portefeuille de clients, un portefeuille de produits de plus de 2000 références. Ça va de la gourde et d'une gourde SMEG à 49 € jusqu'à du piano de cuisson sur une esthétique Victoria, par exemple, qui va monter jusqu'à 7000 € en prix de vente consommateur. Bien évidemment, on ne peut pas proposer la même typologie, la même moyen de paiement. On ne va pas proposer un paiement United en crédit pour l'achat d'une gourde. Voilà. Et ce serait même plutôt très malvenu de faire apparaître en fait, cette icône-là à ce moment-là. Donc oui, c'est clé et primordial. Oui, donc du coup, de discuter aussi sur la partie produit. Il y a les clients, il y a les produits et il y a en effet toute votre stratégie globale en fait, qui tourne autour de ça. Totalement. Peut-être pour continuer, donc on a parlé d'IA, on a parlé d'hyper-personnalisation, de collaboration, peut-être pour donner quelques chiffres un peu concrets sur la manière dont du coup ces choses-là se mettent en musique et sur ce que ça permet d'atteindre en termes de performance. Virginie, je crois que tu as quelques éléments du coup que tu peux nous communiquer. Oui, je peux communiquer quelques éléments par rapport à ce que l'on a. On a un produit qui s'appelle ADN Uplift. ADN Uplift, en fait, c'est ça, c'est de l'intelligence artificielle qui permet de diriger les transactions par rapport aux moyens de paiement, aux données que l'on a, aux coûts. Donc, c'est un jeu entre prendre un peu de risque, prendre moins de risques, aller sur les rails du paiement qui vont améliorer la conversion par rapport à l'émetteur et par rapport au coût. Mais tout ça, ça se fait donc de façon automatique. Il n'y a plus besoin de se dire je vais essayer, je vais jouer. Non, ça se fait de façon automatique. Et grâce à l'intelligence artificielle, on a permis de réduire les faux rejets. Donc tous les refus bancaires qui sont inexpliqués, les choses qui sont parce qu'il y a une petite alerte qui ont été refusées auparavant. Et on se retrouve aujourd'hui à un taux d'autorisation qui a augmenté entre de 3 à 5 points, juste en pouvant utiliser la force de toutes les données et l'analyse de toutes les données grâce à l'intelligence artificielle, le nettoyage des données, parce qu'on a souvent aussi accès à des données qui ne sont pas propres et dont on n'a pas besoin, donc pouvoir envoyer des données qui sont utiles et pas celles qui sont là pour polluer.
Et grâce à ça, donc, on se retrouvait à faire des taux de conversion de paiement en moyenne de plus de 6%. Donc l'utilisation de l'intelligence artificielle en tant qu'outil pour pouvoir améliorer la conversion aujourd'hui a fait ses preuves, puisque nous, on observe en moyenne 6%, donc plus de 6% de taux de conversion de paiement sur notre plateforme. Ok, super clair. Et toi, Olivier, du coup, on vient de se le dire, du coup, finalement, on a des résultats en termes de performance qui sont extrêmement forts, qui viennent booster les revenus, baisser les coûts, etc. Est-ce que tu as des choses aussi à nous partager là-dessus ? Oui, clairement, c'est vrai qu'on voit un impact direct au niveau des ventes et au niveau de la conversion. Et c'est vrai que le fait d'avoir un parcours qui soit le plus fluide possible et qui intervienne vraiment en haut de finale au travers de l'achat, ça joue et ça contribue clairement au développement du business et de la rentabilité. Juste pour donner un exemple, on a implémenté maintenant il y a 2 ans la solution United sur le site smeg.com/fr, et sur les ventes à crédit, on a certains mois, effectivement, ça monte jusqu'à 8% de nos ventes qui se font grâce à la solution United, et sur ces ventes-là, on a un panier moyen qui est 2,5 fois supérieur à notre prix, à notre panier moyen classique au travers du site. Donc oui, il y a un réel effet, et c'est là où effectivement que le fait de travailler sur l'hyper-personnalisation, ces solutions de paiement adaptées, oui, ça fonctionne et il y a des résultats. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce partage côté marchand. Merci à tous les deux pour toutes ces insights. Peut-être juste du coup pour conclure, je pense que vous l'avez bien compris, du coup l'IA et l'hyper-personnalisation sont évidemment des tendances cœur qui touchent le paiement comme tout le secteur du retail qui sont en train de se développer du coup vitesse grand V, avec des résultats qui sont très tangibles, en effet pas du tout gadget mais quelque chose qui va durer dans le temps. Et ce que ça permet concrètement, c'est d'avoir des tunnels de conversion qui sont plus simples, personnalisés pour vraiment proposer le bon moyen de paiement au bon client sur le bon produit, et du coup booster la conversion et du coup réduire les coûts, puisque les deux vont vraiment de pair. Donc merci à tous les deux. Je crois qu'on a encore un peu de temps pour des questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas. Oui, alors je suis désolée, je ne sais pas s'il y a un... Merci Sophie. Bonjour, merci beaucoup. Je m'intéresse en particulier à l'open banking et vous avez parlé de lisibilité comme un des 2 enjeux. Il y a la lisibilité au moment du paiement, vous en avez parlé, la lisibilité notamment sur les rapports bancaires du client. Comment est-ce que vous réfléchissez à cette lisibilité et notamment au libellé du ticket de CB, au libellé qui remonte sur les rapports bancaires que les consommateurs consultent, et notamment dans le contexte des paiements fractionnés? Est-ce que c'est United qui apparaît? Est-ce que vous mettez le nom de votre client? Est-ce que c'est un sujet de discussion avec les directions marketing? Est-ce que c'est la banque acquéreur qui décide? Comment ça se passe? Si j'ai été claire. Oui, très clair. Je ne sais pas si Virginie, tu as des éléments là-dessus. Alors, côté United, nous, sur la manière dont on traite les paiements, c'est en effet, ça peut être des sujets de discussion avec nos marchands. Généralement, il y a évidemment United qui apparaît en tant que libellé, avec certains partenaires qui souhaitent que leur nom apparaisse également pour une meilleure lisibilité pour le consommateur final. On peut associer également le nom du marchand. Donc ça, évidemment, c'est des choses qu'on est capable de customiser. Après, je pense que vous le savez, nous aussi, on est utilisateurs de l'open banking dans nos parcours d'octroi. C'est une vraie, je dirais, expérience de savoir catégoriser les informations qu'on va recevoir justement pour bien comprendre ce qu'il y a sur les comptes bancaires. Donc, on y est en effet très sensible. Mais oui, ça peut être des sujets. Avec certains marchands, pas avec tous, mais certains ont envie que leur nom apparaisse. D'autres, au contraire, n'ont pas du tout envie que leur nom apparaisse parce qu'ils n'ont pas envie d'être associés, même si c'est un moyen de paiement qu'ils proposent. Donc, ça va vraiment dépendre et c'est totalement customisable. Je ne sais pas s'il y avait un sujet. Pour vous, c'était plutôt côté consommateur, c'est ça l'enjeu? Est-ce que les consommateurs... Ouais. Alors, c'est sûr qu'il y a, en effet, avec certains achats, je pense que c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'on est plus connu, mais quand on a commencé à se lancer, nous, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on fait du paiement, il y avait aussi un enjeu du consommateur de savoir ce qui passait pour éviter justement les refus. Donc, je pense que pour des nouveaux acteurs qui se lancent, ça peut être un enjeu pour éviter que les consommateurs se disent « mais finalement, quel est ce prélèvement? Je ne me rappelle plus de l'achat que j'ai fait, etc. »
Et plus globalement, je me demande où est logée la décision de la façon dont ça apparaît sur le relevé bancaire du consommateur. J'ai l'impression que c'est pas encore structuré en fait. Et que Je n'ai pas complètement la réponse à cette question. Ouais. Je suis désolée. Voilà. J'avoue mon incompétence. Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Mais je sais qu'en tout cas, nous, on peut le customiser. Donc ça veut dire que j'imagine que ça vient quand même pour le marchand, le commerçant ou nous, en l'occurrence, institut de crédit. Ça vient en partie de chez nous, je pense. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Bonjour. On parle d'hyper-personnalisation et de paiement fractionné beaucoup pour la partie B2C. On sait maintenant que c'est extrêmement important. Il y a moins de solutions sur la partie B2B, B2B2C. Est-ce qu'il y a des évolutions là-dessus ou pas ? Alors, en fait, la raison, je pense que vous le savez sans doute, la raison pour laquelle il y a moins d'acteurs, c'est une question simplement de licence. En fait, c'est pas pareil de faire du crédit à des particuliers et de faire du crédit à des entreprises ou à des professionnels. Donc ça, c'est le premier point. Donc nous, typiquement, chez United, on est un établissement vraiment spécialisé sur le consumer finance. Alors, on est une banque de manière générale, mais on n'a pas la licence pour faire de la PME, TPE, etc. Donc il y a ce premier sujet-là. Après, il y a un deuxième sujet qui est aussi le sujet du score et du scoring de risque. La clientèle B2B, c'est une clientèle très particulière qui est beaucoup plus risquée en fait, que le consommateur parce qu'elle est moins facile aussi à scorer. Il y a une myriade de possibilités. Et donc, c'est un secteur qui est assez risqué. En fait, il y a pas mal d'acteurs qui se sont lancés et qui se sont un peu cassés les dents, ce qui explique qu'en effet, il y a un retard. Nous, on le voit, je pense qu'aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a au moins 5-6 personnes qui sont passées sur le stand pour nous demander ces solutions-là. Donc, on est un peu désolé de ne pas pouvoir les proposer. Mais c'est vrai que c'est un business qui est complètement différent. Et c'est pour ça qu'il y a moins d'acteurs et c'est moins facile de scorer. Alors, je pense que l'IA probablement permettra de le faire de plus en plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'y est pas encore et il y a un risque financier très fort en fait, pour les entreprises qui le font, ce qui explique qu'il y en ait peu. Et que ce soit cher aussi, souvent, quand ça arrive. On a commencé la conférence en disant c'est quoi la révolution. Je pense que la prochaine révolution dans le paiement, ça sera du côté du B2B. On a beaucoup fait du côté des particuliers, on fait beaucoup pour les entreprises aujourd'hui et on voit qu'il y a une demande grandissante du côté du B2B d'avoir accès à des nouveaux moyens de paiement qui sont disponibles pour les entreprises. On le voit notamment à travers les plateformes, donc des sociétés, des SaaS et des BaaS qui vont proposer des moyens de paiement ou un service paiement à d'autres entreprises, des TPE et des ETI. Donc c'est quelque chose qui arrive, qui est en mouvement. Donc oui, dans 2 ou 3 ans, on sera beaucoup sur le paiement B2B. Mais c'est après. Il y a déjà pas mal de révolutions. Mais elle arrive, celle-là. Merci à tous pour votre attention. Très bonne journée.